Chers participants, au cours de cette leçon, nous allons nous concentrer sur les technologies de conversion en électricité et ou en chaleur de l'énergie chimique contenue dans les combustibles, qu'ils soient d'origine fossile, de type biomasse comme le bois, ou des combustibles synthétiques produits en recourant à des énergies renouvelables. Pour rappel, les combustibles représentent plus des 3/4 de la consommation d'énergie finale en Suisse. Nous définirons la notion de combustible et de carburant, passerons en revue les types de conversion en électricité, détaillerons les filières concurrentes que sont la combustion ou la conversion électrochimique directe par pile à combustible, et puis nous dirons 2 mots de la fourniture simultanée de chaleur et d'électricité, et nous conclurons. On appelle combustible ou carburant toute substance chimique qui peut se combiner avec un oxydant comme l'oxygène de l'air pour être convertie en énergie thermique ou électrique. Par oxydation, les atomes de carbone des combustibles forment du gaz carbonique CO2 et les atomes d'hydrogène de la vapeur d'eau H2O, qui sont les deux éléments mentionnés ici. En fonction des technologies de conversion, mais essentiellement pour les techniques s'appuyant sur la combustion, les émissions comprennent des polluants comme les hydrocarbures imbrûlés, les oxydes d'azote et les particules de différentes tailles qui sont des particules d'imbrûlés. La conversion d'énergie primaire en électricité peut passer par différentes formes d'énergie, comme représentées ici à gauche. Suivant la technologie mise en jeu, l'énergie primaire ou l'énergie finale peut être convertie en chaleur, puis en énergie mécanique par l'intermédiaire de cycles thermodynamiques mettant en jeu des turbines ou des moteurs qui, à l'aide de générateurs électriques, convertissent finalement cette énergie mécanique en électricité ou en travail dans le cas des véhicules, par exemple. Nous avons déjà vu, dans les cours précédents, 2 exemples d'énergie primaire qui passent par toutes ces différentes formes. Il s'agit de l'énergie géothermique qui, pour plus de 60%, provient de l'énergie nucléaire de désintégration de substances radioactives dans le sol, déjà transformée sous terre en énergie thermique, puis par l'intermédiaire de cycles thermodynamiques en énergie mécanique et enfin en électricité. Le processus de conversion est similaire pour l'énergie de combustible nucléaire contenue dans des barreaux de combustible au sein du cœur d'un réacteur, dans lequel l'énergie des réactions de fission est transformée en énergie thermique, puis en énergie mécanique et finalement en électricité. D'un autre côté, comme représenté ici à droite, nous avons vu que l'énergie du vent se présente sous forme cinétique, c'est-à-dire la vitesse, et peut être convertie en énergie mécanique de rotation par une éolienne, puis en électricité par l'intermédiaire d'un générateur. On saute par conséquent une étape en ne passant pas par l'intermédiaire de l'énergie thermique et ses contraintes, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Il en va de même de l'énergie hydraulique, qui est une forme d'énergie potentielle transformée en énergie cinétique ou de pression pour entraîner des turbines hydrauliques qui elles-mêmes entraînent un générateur en échappant également à l'étape d'énergie thermique. Pour l'énergie solaire, il existe 2 voies distinctes. Une voie qualifiée de thermique qui consiste à convertir le rayonnement solaire en chaleur, souvent à l'aide de concentrateurs de rayonnement solaire pour alimenter des cycles thermodynamiques à vapeur ou à gaz. Et une voie dite photovoltaïque dans laquelle le rayonnement solaire est converti directement en électricité sans passer ni par l'énergie mécanique ni par la machine tournante qui est un générateur électrique. Les combustibles comprennent toutes sortes de substances chimiques qui vont du charbon au pétrole, au gaz naturel, à la biomasse, jusqu'aux ordures ménagères qui sont souvent considérées
pour moitié comme des énergies renouvelables. Pour les combustibles fossiles ou tirés de la biomasse, deux voies sont alors possibles. La combustion dans des chaudières, des chambres de combustion ou des moteurs qui implique le passage par l'énergie thermique et ses contraintes de température. La voie électrochimique par transfert d'ions à travers des membranes qui ne passent pas par l'énergie thermique et qui permet de faire de l'électricité directement dans ce qu'on appelle des piles à combustible. À partir du moment où l'on passe par l'énergie thermique, nous avons une contrainte liée à la température. Carnot a montré au XIXe siècle qu'on ne pouvait convertir qu'une fraction de l'énergie thermique, de l'énergie chaleur, en travail. Cette fraction est d'autant plus élevée que la température de la source thermique, par exemple celle des gaz de combustion, est élevée. Carnot a exprimé son rendement, c'est-à-dire le rapport entre le travail et la chaleur, comme étant le rapport entre la différence de température entre la source chaude et l'environnement divisé par la température de la source chaude. Et ici, on voit les trois niveaux de température. On a le niveau de température de l'atmosphère qui est représenté ici par cette eau. Et ensuite, on a un niveau intermédiaire qui est le niveau auquel on donne la chaleur. Et finalement, un niveau supérieur qui est le maximum et qui correspond au niveau de qualité d'énergie de l'électricité qui permet de faire n'importe quoi en matière de service énergétique. Plus ce niveau intermédiaire est bas, et plus il faut de bons hommes ici pour tirer sur la corde pour faire élever des bons hommes qui vont atteindre le stade de l'électricité. Donc on a tout intérêt à travailler à des températures les plus élevées possibles en vertu de ce rendement de Carnot. Qui dit haute température dit problème de matériaux en premier lieu. De ce point de vue, deux approches principales ont permis d'accroître les rendements ou les efficacités électriques. Dans les moteurs à combustion interne, comme le moteur à gaz ici à gauche, on peut monter des températures supérieures à 2000 degrés, mais seulement pendant une fraction de seconde par tour pour éviter la fusion des matériaux. C'est l'approche principale qui est utilisée dans les moteurs à essence ou les moteurs diesel. Dans le cas des turbines, les progrès faits en métallurgie et dans les systèmes de refroidissement des eaux permettent, grâce en particulier à un refroidissement interne, de turbiner en continu des flux de gaz à des températures supérieures à la température de fusion des matériaux des aubes. Appliquées aux turbines à gaz, similaires aux turboréacteurs utilisés en aviation, avec des températures qui peuvent aller à plus de 1400 degrés centigrades, il est possible de monter les températures maximales du cycle à gaz et de la combiner avec un cycle à vapeur pour atteindre des rendements électriques, des efficacités électriques globaux de l'ordre de 60%, et qui est proche du maximum théorique. Une installation de ce type, dite à cycle combiné, est représentée dans la figure de droite. Ici, la turbine à gaz est à gauche. On a un générateur de vapeur intermédiaire qui transforme la chaleur résiduelle des gaz de combustion en vapeur, et cette vapeur va ensuite aller travailler dans un cycle de turbine à vapeur qui est représenté ici à droite. Et finalement, si on ne fait pas de la cogénération, eh bien, on va dissiper après cette chaleur dans des tours de refroidissement. Un des problèmes des très hautes températures est que l'azote de l'air ne reste pas inerte, mais a tendance à former des oxydes d'azote, dont l'élimination constitue un des défis les plus importants pour les fabricants de centrales de ce type. Comme nous l'avons vu, on peut s'affranchir de passer par l'étape de l'énergie thermique en utilisant le transport d'atomes ou de molécules électriquement chargées, qu'on appelle des ions, à travers des membranes appelées électrolytes, représentées sur ce diagramme en rose.
C'est ce qu'on a ici au centre. L'air ou l'oxygène pur passe du côté cathode et le combustible, tout ou partiellement réformé, comme on dit, transformé, c'est-à-dire modifié en molécules simples comme l'hydrogène H2, passe du côté de l'anode. Ces membranes électrolytes sont fonctionnelles à des niveaux de température très différents selon le matériau utilisé, ce qui donne différentes familles de piles à combustible. Ces piles à combustible à membrane polymère, qui sont des films plastiques modifiés, fonctionnent entre 50 et 100 degrés et sont plus considérées pour le transport, mais malheureusement, elles nécessitent des couches catalytiques qui peuvent être extrêmement coûteuses à base de platine notamment. À l'autre extrémité de l'échelle de température, on trouve les piles à oxyde solide, SOFC, dans lesquelles c'est des ions d'oxygène qui traversent. Dans les PEM, on avait des ions d'hydrogène qui traversaient de gauche à droite, et puis dans les SOFC, ce sont plutôt les ions d'oxygène qui vont traverser des membranes qui sont de type céramique à haute température, qui travaillent entre 650 et 1000 degrés. Les piles à combustible SOFC à haute température sont celles qui sont considérées le plus pour faire de la cogénération, c'est-à-dire de la production de chaleur et d'électricité. Regardons plus en détail une pile SOFC dont on voit ici une coupe avec l'électronite ici qui représente un dixième de l'épaisseur d'un cheveu dans cette technologie, avec d'un côté une structure poreuse constituée pour laisser passer l'air et atteindre ainsi l'électrolyte. Et on a donc de l'air qui entre d'un côté et qui ressort appauvri en oxygène. Le combustible, ici, sous forme de gaz naturel, passe tout d'abord par un réformeur qui va transformer le combustible, par exemple du CH4 ou même des chaînes plus longues, en H2 et en CO. Et ces éléments vont être transformés grâce à l'apport d'oxygène qui traverse la membrane à haute température. L'avantage de ces technologies, c'est que ça permet de séparer l'oxygène de l'azote de l'air, puisque intrinsèquement c'est un séparateur d'oxygène, et ce qui facilite la séparation de CO2, parce qu'en sortie, ici, on pourra condenser l'eau et récupérer le CO2. Et puis, potentiellement, on peut inverser chacune de ces flèches et former ce qu'on appelle de l'électrolyse à haute température, c'est-à-dire pouvoir former de l'hydrogène à partir d'électricité quand on en a trop. Et c'est une perspective intéressante pour ce type de technologie. On voit ici à gauche un empilement de piles qui va permettre de produire une quantité substantielle d'électricité avec une tension suffisante. Alors si on représente physiquement en exagéré, en épaisseur exagérée, on voit ici une des piles comme on a représenté ici à droite, et ça veut dire que cette pile comprend à la fois une cathode, une anode, et puis à l'intérieur encore un électronique qui va représenter un dixième d'épaisseur de cheveux. Et puis, on va alimenter de part et d'autre par une plaque qui aura des canaux, comme ici, et cette plaque avec des canaux va permettre, par exemple, d'alimenter en oxygène, en air, d'un côté, et de l'autre côté, on aura une contreplaque qui aura aussi des canaux et qui va alimenter en combustible. Et puis, ainsi de suite, on peut rajouter des membranes les unes après les autres, et finalement, on obtient un empilement qu'on va serrer ici et qui va constituer ce qu'on appelle une pile à combustible au sens large, qui comprend jusqu'à 50 à 100 piles à combustible elles-mêmes. Les avantages sont aussi que ce type de pile ne nécessite pas de catalyseur cher et rares comme le platine, ni de réseau d'hydrogène, puisqu'elles peuvent fonctionner au gaz naturel. À l'EPFL, on a mesuré des rendements électriques allant jusqu'à 70% pour de petits assemblages de piles
et une compagnie garantit actuellement 50% sur 10 ans de rendement, mais les coûts spécifiques restent encore élevés, même si un prix de l'ordre de 5 000 euros par kilowatt est un des objectifs pour ces prochaines années sur le marché européen. L'autre avantage futur est qu'on pourra inverser le processus et ainsi produire de l'hydrogène avec des excédents d'électricité en produisant localement de l'hydrogène et puis ensuite en l'utilisant lorsqu'on a besoin d'électricité. Étant donné que l'énergie chimique des combustibles ne peut être complètement convertie en travail ou en électricité, il y a donc nécessairement des rejets thermiques. Il s'agit du principe de conservation de l'énergie ou qu'on appelle aussi le premier principe de la thermodynamique. Une grande partie des rejets thermiques peut être valorisée à des fins de chauffage. On parle alors de centrales chaleur-force ou de centrales de cogénération. Donc, si on a de la combustion d'un combustible qui donne une chaleur QC, on peut générer de l'électricité et en même temps, on peut fournir de la chaleur à un réseau de chauffage domestique ou industriel qui est à un niveau de température supérieur à celui de l'atmosphère. Même si la conversion en électricité des piles à combustible ici ne passe pas par l'énergie thermique, il y a néanmoins des pertes à l'intérieur de ces piles à combustible et ces pertes internes doivent également être éliminées par l'intermédiaire de rejets thermiques. Et elles peuvent aussi constituer des unités de cogénération. Ce graphique résume les rendements électriques que l'on peut obtenir avec différentes technologies de petite à moyenne puissance, de type nécessaire par exemple applicables dans les bâtiments, en comparaison avec des grandes centrales à gaz qui sont représentées ici à droite en bleu et où on atteint péniblement les 60% de rendement ou d'efficacité électrique. Par conséquent, on voit ici sur ce diagramme des cycles qui sont surtout utilisés en récupération d'énergie thermique ou de géothermie, qui sont, on appelle les cycles à fluide organique de Rankine. On a les moteurs à combustion externe, que sont le Stirling par exemple, on trouve des petits moteurs Stirling domestiques. On a des microturbines à gaz qui sont plutôt dans la gamme des 50 à 100 kW. On a des piles à combustible à polymère, mais alimentées au méthane, on perd dans le processus de conversion. On a des moteurs à combustion interne comme les diesels ou les moteurs à gaz. On a aussi les piles à combustible SOFC. Et à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, on arrive à garantir des rendements supérieurs à 50%, mais les perspectives dans le futur sont très intéressantes vers le haut. On a les piles polymères à combustible polymère qui sont alimentées directement en H2 pur. Et finalement, on peut avoir des combinaisons de piles à combustible SOFC, de microturbines à gaz, qui nous permettent d'atteindre déjà potentiellement des 65%, mais qui pourraient encore voir des rendements plus élevés dans le futur. Résumons maintenant ce que nous avons dit. Nous avons d'une part des filières de combustion et des filières électrochimiques basées sur des piles à combustible. Les technologies de combustion sont matures et permettent de travailler sur une très grande gamme de puissance. Les technologies de piles à combustible sont très performantes, mais elles sont surtout avantageuses à petite puissance pour l'instant. Et si on veut travailler avec des grandes puissances, il faudra mettre un certain nombre de ces piles côte à côte pour produire des grandes quantités d'électricité. Les coûts sont bas à grande puissance pour la combustion, alors que les coûts sont encore très élevés dans les piles à combustible. La nécessité d'installation de pollution des gaz est pénalisante pour la combustion. Et là, on avait vu que notamment les oxydes d'azote nécessitent des installations de dépollution ou les particules. Pratiquement à droite, on voit que pour les piles à combustible, on n'a pas de pollution en dehors du CO2 qui est inévitable. Les rendements tendent à plafonner pour les moteurs alors que les rendements potentiels des piles à combustible sont très très élevés. Les moteurs et les turbines induisent des vibrations et des bruits qui sont particulièrement pénalisants dans des immeubles, alors que les piles à combustible n'émettent pas de vibrations ou de bruit puisqu'elles sont essentiellement statiques.
Le domaine de la combustion a bénéficié d'efforts de recherche de développement considérables dans le passé. On a investi 1000 fois plus d'argent dans la combustion et les techniques affiliées que dans les piles à combustible. Et à l'heure actuelle, on a toujours un rapport 100 entre les investissements faits dans les dispositifs à combustion par rapport aux dispositifs à piles à combustible. Passons maintenant aux conclusions générales. Tous les combustibles, qu'ils soient d'origine fossile ou tirés de la biomasse, peuvent être convertis en électricité, soit en passant par l'énergie thermique, la chaleur, soit en passant directement à l'électricité à l'aide de piles à combustible. Le rendement potentiel des piles à combustible est supérieur à celui des technologies basées sur la combustion, et surtout dans le futur. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on peut soit améliorer le rendement, soit séparer le CO2 pour le réutiliser, pour le stocker ou faire l'un et l'autre. Tous les combustibles peuvent être utilisés à l'aide de technologies mettant en œuvre la cogénération de chaleur et d'électricité.